La presse a parlé au moment du procès de Nuremberg d'un crime nouveau, ou plus exactement de la qualification nouvelle d'un crime, le génocide. Ce terme avait été forgé par un juriste américain, le professeur Raphaël Lemkin de l'université de Yale, pour caractériser les homicides collectifs dont s'étaient rendus coupables les grands chefs de l'armée allemande et leurs complices. Le professeur Lemkin est aujourd'hui délégué à l'ONU et nous avons profité de sa présence à Paris pour le prier de dire à nos auditeurs quel est le sens précis de la campagne qu'il mène depuis 15 ans pour amener les nations à reconnaître en fait et en droit le crime auquel il a donné un nom. Mais voulez-vous d'abord nous dire, monsieur le professeur, quelle est l'exacte signification du mot génocide et pourquoi il était nécessaire de créer ce mot? Le mot génocide signifie le crime de détruire des peuples, des races, des religions. Ce nouveau mot est composé du grec génos, race, nation, tribu, groupement humain, et du latin sidere, tuer. Donc, le génocide est un nouveau mot parallèle aux mots comme homicide, infanticide. C'est un hybride comme le mot criminologie. Cette combinaison d'un mot grec et d'un mot latin symbolise les deux anciennes civilisations, grecque et latine, qui sont à l'origine de notre civilisation moderne. Dans la formation de ce mot, je me suis inspiré par un discours radiophonique de M. Winston Churchill d'août 1941, qui s'est référé à la boucherie dont se sont rendus coupables les nazis au cours de la guerre. Churchill disait: « Nous nous trouvons en présence d'un crime sans nom. » Il nous aurait fallu ce mot, même avant Hitler, pour dénommer la destruction des groupements humains et qui sont choisis délibérément pour ce crime par les critères de la race, de la religion, de la nationalité. Les mots extermination ou meurtre en masse peuvent s'appliquer à tout groupement humain et ne signifient pas la sélection des victimes. De plus, meurtre ou extermination n'englobe pas la destruction biologique comme la stérilisation, l'avortement ou la destruction culturelle ou spirituelle du groupement victime. Il y a donc plusieurs formes de génocide. Voulez-vous nous en donner quelques exemples? Les exemples de génocide les plus connus sont la destruction de Carthage, la persécution des chrétiens sous l'Empire de Rome, la destruction du groupement religieux au cours des guerres islamiques et aussi la destruction des morts en Espagne, le massacre des Albigeois et des Valdenois, la destruction des Maronites, des Slaves, des Arméniens et des Grecs sous l'Empire ottoman, la destruction des héros en Afrique à la fin du XIXe siècle, les pogroms contre les Juifs en Russie tsariste, en Roumanie et sous les nazis. Citons aussi la destruction presque totale des Tziganes par Hitler et de plusieurs millions de Slaves. Tout récemment, le gouvernement du Pakistan a accusé les Indes du crime de génocide. Donc, on voit que ces crimes se répètent malheureusement à travers l'histoire avec la régularité du quasi-loi biologique. Donc, le génocide est pour la communauté internationale le même fléau que l'homicide est pour la société nationale. Y a-t-il, monsieur le professeur, une différence essentielle entre les techniques, si l'on peut dire, du crime de génocide et du crime d'homicide? Naturellement. Et tous les cas que j'ai cités nous démontrent une technique spéciale. Le criminel coupable de génocide attaque normalement les trois éléments essentiels de la vie d'un groupement humain, notamment l'élément physique, c'est-à-dire la vie, l'élément biologique, c'est-à-dire la procréation, et l'élément spirituel, notamment la religion et la culture. L'élément physique est attaqué par les assassinats et les mutilations,
l'élément biologique par les stérilisations, les avortements forcés, le vol d'enfants. Ces attaques contre la continuité du groupe agissent comme une bombe à retardement. Quelle différence y a-t-il si un groupement est détruit immédiatement ou au cours d'une génération? En ce qui concerne la culture et la religion, celles-ci peuvent être détruites ou minées par de tels actes comme la destruction ou l'exil des chefs spirituels du groupe, comme les intellectuels, le clergé, ou par la destruction en masse des objets de culte ou d'une valeur culturelle qui sont l'inspiration ou l'expression de la vie religieuse ou culturelle du groupement. Paul Valéry a dit déjà, après la Première Guerre, « Maintenant nous savons que les civilisations sont mortelles ». Donc, nous distinguons trois catégories de génocide: génocide physique, biologique ou culturel. Aucune n'est moins importante que les autres. Normalement, le génocide commence par la destruction culturelle et religieuse, puis s'ensuit la destruction physique et biologique. Pour faire œuvre utile, il faut déjà punir le génocide culturel pour prévenir les autres formes de destruction. Si on punit le fait que le livre soit brûlé, on prévient que le corps soit brûlé. C'est la thèse que vous avez voulu faire admettre à Nuremberg, où vous étiez le conseiller juridique du procureur Jackson. Voulez-vous nous dire, monsieur le professeur, comment le problème a été traité lors du procès? Le réquisitoire contre les grands criminels de guerre incluait l'accusation du crime de génocide. Mais le jugement n'a pas réussi à développer cette notion. L'attention principale du tribunal était concentrée sur le crime de la guerre d'agression et les crimes de guerre tels qu'ils étaient prévus par la Convention de la Haye. La charte du tribunal de Nuremberg a introduit aussi une troisième catégorie de crimes, notamment des crimes contre l'humanité, qui n'était tout de même qu'une catégorie de crimes dépendante et subordonnée aux crimes de guerre et aux crimes de la guerre d'agression. De la sorte, l'instrument juridique qui est sorti du procès de Nuremberg ne pouvait pas être appliqué en temps de paix dans les relations entre États souverains. Il faut tout de même ne pas oublier que la poursuite des crimes sous un régime d'occupation, quand l'armée d'occupation est là, est un problème juridique tout à fait différent que la poursuite des crimes internationaux en temps de paix, quand il faut respecter les susceptibilités d'indépendance et de la souveraineté des États. Le secrétaire général des Nations Unies, Tocqueville, n'a pas la même position juridique que le général Koenig à Berlin. Est-ce pour cette raison que les Nations Unies représentés actuellement au palais de Chaillot ont pris l'initiative d'une action contre le génocide et qu'une convention est actuellement à l'étude? C'est exact. En 1946, les délégations de Cuba, de Panama, des Indes ont introduit un projet de résolution qui déclarait le génocide crime international et en ont appelé aux Nations Unies pour élaborer une convention internationale pour sa prévention et punition. Deux projets ont été préparés depuis lors. Un par le secrétariat avec l'assistance de trois experts en droit pénal international, dont le professeur Don Dieu de Vabre, ancien juge au tribunal de Nuremberg, le professeur Pella et moi-même. En 1948, ce projet a été révisé par un sous-comité spécial du Conseil économique et social des Nations Unies, et dans cet état, il se trouve maintenant devant le comité juridique de l'Assemblée des Nations Unies. Et je suppose que l'application d'une telle convention soulèverait bien des difficultés. Pouvez-vous nous dire, monsieur le professeur, quelles sont les mesures pratiques que le projet de convention propose? Il y a une série de mesures pour combattre ce crime odieux. Plusieurs ont été prévues dans le projet,
Plusieurs ont été projetés par les délégations. L'ensemble nous permet d'envisager 4 moyens pour la prévention et la punition de ce crime. Premièrement, les Nations unies pourraient invoquer les sanctions contre le gouvernement qui serait coupable de ce crime. Ces sanctions sont prévues dans la charte de l'ONU. Il faut les utiliser. N'oublions pas que c'est la fonction qui crée l'organe. À vraiment parler, dans un cas si atroce comme le génocide, l'invocation de sanctions est si naturelle et il serait très difficile pour un État quelconque d'opposer son veto à ces sanctions. Deuxièmement, puisque le crime de génocide n'est pas commis seulement par le gouvernant, mais surtout par des individus et des organisations fanatiques qui pourraient agir dans une démocratie, même à l'insu de leur gouvernement, on prévoit aussi l'extradition, le déni des droits d'asile et surtout le droit de chaque État de punir les criminels qui se réfugient sur leur territoire. Troisièmement, la violation des termes de la Convention sur le crime de génocide serait soumise au tribunal de La Haye. Quatrièmement, dès que les conditions de la vie internationale le permettront, on pourrait établir un tribunal pénal international pour juger les criminels dans les cas les plus graves. Je crois que ces mesures sont pratiques puisqu'elles se fondent sur les institutions existantes. Pouvez-vous nous dire cependant, monsieur le professeur, si vous estimez que cette convention sera adoptée au congrès de l'ONU à Paris? J'espère et je suis persuadé que ça sera le cas. Mais pour arriver à ce résultat, il faut que les délégations aux Nations unies abandonnent les préoccupations politiques qui les divisent et s'élèvent à un niveau purement humanitaire. Car la protection de la vie, de la religion et de la culture est si importante pour la survivance de notre civilisation qu'il faut écarter tous les obstacles qui jusqu'ici se montraient sur le chemin pour construire une véritable paix sociale et internationale. Nous remercions le professeur Lemkin pour les précisions qu'il a apportées sur ses travaux personnels et sur son action pour faire admettre des conclusions dont aucun homme digne de ce nom ne peut se désintéresser. Nous avons pensé que nos auditeurs aimeraient entendre à nouveau le professeur Lemkin sur les grands crimes de l'histoire et nous avons demandé à notre aimable interlocuteur d'aujourd'hui une série de causeries sur ce sujet. Il nous a promis de le faire dès que les travaux de l'Office des Nations Unies seraient terminés. De cela encore, par avance, nous le remercions.